Info. Tous les samedis soirs et dimanches soirs, nous parlons ensemble d'actualité à Mayotte. Alors cette fois-ci, nous allons parler de l'actualité de l'année 2014 en compagnie d'un invité avec lequel nous allons évoquer la thématique de l'éducation ici dans notre île. Suivez-moi. Je viens de retrouver mon invité. Il s'agit d'Éric Ourcade, secrétaire général de UNSA Mayotte, qui est également formateur en français et langue étrangère au CUFR de Dembéni. Bonjour Éric. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accueillis ici. Nous sommes où très exactement? Nous sommes ici en pleine réunion de travail pour la section, puisque nous sommes une jeune section et nous réunissons nos élus, commissaires paritaires, représentant les personnels enseignants du second degré. Donc, dans un souci d'information de ce qui les attend comme pour savoir ce qu'ils vont faire comme travail durant l'année qui arrive. Voilà, c'est ça. On essaie un peu de leur expliquer en quoi va consister leur tâche. Nous sommes la totalité, non, quasiment la totalité des débutants dans le syndicat et le syndicalisme et qui plus est la fonction de commissaire paritaire. Donc on est très exactement au bon endroit, au bon moment pour parler d'éducation. Alors Éric. Oui. Donc on va en parler ensemble. On va commencer par ce sujet qui a marqué l'année 2014, une visite de nos journalistes dans une école de Mamoudzou, l'école de Doujani, une école primaire. Et l'état dans lequel se trouve cette école est quand même assez déplorable. On regarde ces images. Une femme de ménage pour tout un établissement et des toilettes totalement abandonnées. La directrice en serait tombée malade, des instituteurs, des enfants qui sont démunis face à l'ampleur de la catastrophe sanitaire. Des toilettes d'un autre temps, inutilisables depuis quelques jours, décorées de matière fécale. Je suis mère de 3 enfants qui sont dans cette école. Il y a une seule femme de ménage ici et nous on n'en peut plus parce que les enfants ils tombent malades. Même la directrice elle est tombée malade à cause de la poussière et les deux maîtresses. Alors nous on en a marre. Il faut qu'on nous envoie des femmes de ménage ou ils viennent eux faire le ménage ici. À 2 jours des vacances scolaires, les parents d'élèves ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Les instituteurs assistent impuissants au va-et-vient des mamans. Dans la cour, rien à faire sinon attendre et aucune solution à l'horizon. Des murs noirs de saleté, une puanteur insoutenable, voilà les écoles de la République. Chaque jour, des parents d'élèves dénoncent les conditions de travail inimaginables dans lesquelles travaillent leurs enfants. À Mamoudzou, les quartiers les plus touchés n'ont toujours pas effectué une semaine normale. Des parents d'élèves remontés en voyant les conditions dans lesquelles sont procurés les cours à leurs enfants. Comment vous réagissez, vous, Éric ? Disons que la problématique des écoles du premier degré est essentielle sur ce territoire puisqu'il conditionne les conditions d'apprentissage des élèves, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'accueil des parents et c'est vrai que c'est un problème crucial. Que ce soit pour la qualité des apprentissages et de la scolarité, l'accueil des élèves, mais aussi pour la mise en place de la réforme des rythmes. Donc c'est en effet un sujet essentiel. Là, dans ce sujet précis, on voit que les parents protestent contre l'insalubrité de tout ce qui est sanitaire, avec un manque d'entretien. Je rappelle que c'est normalement la responsabilité des élus municipaux et cela doit être financé par les municipalités, que l'entretien des installations scolaires dans le premier degré. Et ça n'est souvent, malheureusement, pas le cas. Et on a vu que beaucoup d'écoles, si ce n'est que la quasi-totalité des écoles, sont dans un état qui justement met les parents en colère. Et on se demande mais comment les enfants peuvent apprendre dans de telles conditions. Vous, c'est quand même... Moi, en tant que secrétaire général l'an dernier, je viens du second degré, j'ai
eu la possibilité de faire visiter des écoles à nos secrétaires nationaux qui étaient venus ici en stage. Et qui ont été extrêmement choqués, et moi de même, parce que je savais, mais à ce point je trouve totalement indigne de laisser des enfants, de laisser des enseignants travailler dans de telles conditions. C'est totalement inadmissible, et je ne comprendrai jamais comment la population laisse faire des élus qui ne se soucient absolument pas de ces conditions-là. Alors vous parlez des élus, on a eu justement à poser la question à certains d'entre eux, et eux aussi renvoient un peu la balle du côté des écoles. Les enfants, les enseignants, le personnel devraient peut-être prendre soin des moyens matériels qui sont mis à leur disposition. Vous y croyez, vous ? Ah non, moi je n'y crois absolument pas. Je ne vois pas comment un enseignant peut détruire son propre outil de travail. Ça, c'est un premier point. Après, concernant le matériel, bien évidemment, les écoles sont sujettes, comme les habitations privées sont sujettes sont victimes des cambriolages. Donc évidemment, je comprends aussi les maires qui sont un peu exaspérés de voir des achats, des investissements disparaître au fur et à mesure qu'ils sont installés. Mais cependant, je considère que ça n'est pas du ressort des équipes dans les écoles, que l'insalubrité et j'ai envie de dire le manque d'entretien de ces écoles. Beaucoup d'écoles à Mayotte souffrent finalement de ce manque d'entretien qui accélère le vieillissement de ces installations. Mais comment on pourrait y remédier alors selon vous? Parce que si comme c'est une situation qui est généralisée localement, comment faire pour que tout soit remis dans l'ordre? Je pense tout simplement qu'il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. À chacun ses responsabilités. La municipalité est responsable de l'entretien des écoles. De même qu'elle est responsable des personnels qu'elle met à disposition des écoles pour l'encadrement, et c'est à elle à gérer, ça n'est pas aux enseignants de gérer cette problématique. Donc je trouve qu'il faut arrêter de se dévoyer, de dire toujours c'est la faute soit de l'État, soit de l'éducation nationale, soit des enseignants. Il faut une bonne fois pour toutes poser les choses et trouver de vraies solutions pérennes. Oui, il faut que les élus prennent en compte finalement leurs prérogatives et les assument entièrement. On va continuer à parler toujours d'éducation, Eric, avec ce sujet que vous avez justement abordé il y a quelques instants, les rythmes scolaires, une réforme qui a fait grand bruit ici à Mayotte. Et on regarde ces images et on en parle juste après. Ils sont une dizaine de parents d'élèves venus de Timkoura, de Boueni, de Bandélé et de Kanikeli. Ils défilent joyeusement dans les rues de Mamoudzou, un cortège qui se veut annonciateur de ce qui se prépare demain. Car c'est mercredi que les parents d'élèves veulent être reçus au vice-rectorat. Trop de confusion selon eux concernant cette réforme de rythme scolaire entre la réalité, ce que leur dit leur mère respective et les propos qu'ils entendent dans les médias. Nous, on tient toujours d'amener nos enfants, et je répète, pour la sécurité de nos enfants, c'est le matin à 7h30 et 10h30. L'après-midi, on ne revient pas parce qu'on a fini une semaine où on nous a dit par les conseillers pédagogiques de laisser passer les enfants à une fois pour essayer le rythme scolaire. On a essayé qu'une seule demi-journée. Déjà, tous les enfants tombaient malades, ça chauffe l'école, ça pue, il n'y a pas une école. Donc moi, je suis désolé. Pour le moment, on retient les enfants, l'après-midi, ne retournent pas à l'école. Des parents d'élèves encadrés par les forces de l'ordre. Ils sont passés ce matin par la préfecture. Sur place, on leur indique que cette question relève de la compétence de la mairie et du vice-rectorat. Changement de direction pour être reçu par le directeur de cabinet du vice-rectorat. Donc il n'y a pas de souci, on nous a ouvert la porte de suite pour les discussions. Mais pareil, donc, on sera donc reçu demain. Mais monsieur le directeur du cabinet était prêt donc à nous recevoir aussi aujourd'hui. Mais on lui a dit, notre mouvement c'est demain, on sera reçu donc demain. Il n'y a pas de souci là-dessus. Demain, des actions sont remenées par les parents d'élèves. Aucune information ne circule pour le moment sur la forme que prendra ce mouvement. Des rythmes scolaires qui ne font pas l'unanimité, loin de là, Eric.
Alors pour nous, le SEUNSA, nous avons soutenu la mise en place de la réforme des rythmes à Mayotte comme ailleurs. Simplement, nous considérons que, et nous l'avons toujours dit, que ce soit au vice-recteur, le précédent et l'actuel, que ce soit aussi au ministère, au cabinet du ministre ou à la DGRH, nous avons toujours dit oui à la réforme, la mise en place de la réforme des rythmes à Mayotte parce que c'est un facteur de modernisation, non pour les écoles en rotation, hors de question. Il n'est pas question d'imposer une réforme bien fondée à des équipes qui sont déjà en grande difficulté de par les rotations. Pour nous, ce n'est pas possible. Nous l'avons signifié dès la rentrée, dès la prise de fonction de Madame le vice-recteur. Nous nous sommes étonnés qu'elle contredise la décision de son prédécesseur qui avait décidé de ne pas toucher aux écoles en rotation. Nous lui avons dit combien nous n'étions pas d'accord avec cette approche. Nous avons cru comprendre qu'il serait donné du temps aux équipes pour proposer un projet d'ici la fin du premier trimestre et seulement après de mettre en place. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous avons probablement mal compris. C'est-à-dire que normalement les écoles en rotation telles que nous avions compris avaient jusqu'au mois de décembre pour faire travailler sur des propositions de mise en place et ne seraient mises en place ces propositions qu'à la rentrée de janvier 2015. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, donc pour nous, on trouve qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Parce qu'en voulant aller trop vite, on met les équipes en difficulté, on met les parents en difficulté, et les enfants, on met les enfants en difficulté. Et que je sache, cette réforme est d'abord la réforme dans l'intérêt des élèves et non pas le contraire. Or, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain ? Que les élèves l'après-midi s'endorment, ne tiennent pas, beaucoup d'absentéisme également. On ne voit pas où est l'intérêt véritablement pour les élèves qui sont normalement visés dans cette réforme. Et du coup, cette réforme des rythmes scolaires a aussi soulevé la question des moyens au niveau des locaux. On se rend compte que beaucoup d'écoles manquent de classes et qui dit rotation dit justement des enfants qui viennent à l'école soit le matin, soit l'après-midi. Et comment faire pour que ces mêmes enfants soient en même temps dans les écoles alors qu'on sait qu'il n'y a pas de place pour les accueillir. C'était évident, donc pourquoi ça n'a pas été pris en compte selon vous ? Alors moi je dirais que c'est là l'aspect très positif de la réforme et de la mise en place de la réforme des rythmes à Mayotte, parce qu'elle a ouvert le débat, elle a ouvert les yeux à la société mahoraise qui d'un seul coup a réalisé qu'il n'était pas possible de travailler comme on devrait travailler, comme ça se fait en métropole, tout simplement par un manque de locaux. Ça a été un premier effet positif. Le deuxième effet positif, c'est qu'il a été aussi posé, on l'a déjà vu l'an dernier avec les deux communes qui avaient accepté une expérimentation, Bandraboua et Mtsamboro. Elles se sont posées les bonnes questions, elles ont impliqué les équipes municipales. Elles ont proposé des activités périéducatives et quand on voit en l'espace d'un an, la restauration est proposée et l'an prochain sera proposée une restauration chaude. En l'espace de 2 ans, on a avancé, mais de façon spectaculaire. C'est là l'aspect très positif de cette réforme, c'est qu'elle pose les problèmes, elle met en mouvement la société mahoraise pour se poser des questions et sur les prérogatives de chacun. Les municipalités ont un rôle fondamental dans cette mise en place de la réforme des rythmes. Par exemple, les plans éducatifs de territoire sont tout simplement majeurs dans la mise en place de la réforme des rythmes. Ce sont les municipalités qui doivent investir ces projets éducatifs. Ce sont aussi ces municipalités qui peuvent solliciter les moyens énormes qui sont mis à disposition par la préfecture en CUI et en EAP, en emploi à venir professeur,
pour encadrer. Quand on sait que sur la dotation actuelle, on a 50% des dotations prévues qui ne sont toujours pas utilisées parce que les municipalités n'ont pas renvoyé à la préfecture les documents renseignés comme ils doivent le faire. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, ça n'est pas au préfet de le faire, ça n'est pas à l'État. Et ils ne le font pas. Et après, dans le même temps, ils se plaignent d'un manque de moyens. Enfin, je pense que là, pour le coup, on est, chacun est mis devant ses responsabilités. On voit bien qu'il y a dans beaucoup de communes des équipes municipales qui font un travail formidable et on voit que dans d'autres, ça ne fonctionne absolument pas. J'ai envie de dire, c'est aux citoyens de réagir. Donc quand vous dites que ça ne fonctionne pas, est-ce que justement vous dites que cette réforme a soulevé certains voiles et est-ce que vous pensez qu'en si peu de temps les maires ont pu justement réagir? Est-ce qu'il n'y a pas un temps justement de réaction qu'il faut leur laisser pour qu'ils puissent justement tout remettre dans l'ordre? Non, vous ne pensez pas? Écoutez, la réforme, la mise en place de la réforme des rythmes, elle est annoncée quand même depuis 3 ans. Un élu a le temps quand même de se renseigner, de se former, de voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire tout de suite, de solliciter l'État via le préfet pour être accompagné, de solliciter le vice-rectorat pour être accompagné. Je pense que le réveil a été un peu tardif et c'est pour ça qu'il a été brutal et c'est pour ça que les familles ont été mises en grande difficulté et je dirais que là encore c'est tout à l'honneur de la société mahoraise. La société mahoraise est d'une extraordinaire patience d'avoir accepté plusieurs organisations du temps de travail de leurs enfants dans la semaine sur un même trimestre. Ça leur a imposé de s'organiser professionnellement, par exemple. Ils ont eu cette patience. Jamais ce serait possible en métropole. Moi, je dirais qu'il faut aussi tenir compte de la population par rapport à ces problèmes-là, parce que la population a été d'une grande patience. Des écoles primaires qui manquent de locaux, cela se retrouve aussi dans le secondaire avec cette proposition qui a été faite. Pourquoi pas tenter les modulables? On regarde ce reportage. Traiter l'urgence avec les critères que l'on a ici ou là. Répondre à l'urgence pour construire les 500 classes qui manquent à Mayotte. Tel est le mot d'ordre du préfet Seymour Morsi. Pour montrer aux maires les possibilités qui s'offrent à eux, il les a donc conviés à une visite du collège Kaweni 3. Ici, des constructions modulaires sont sorties de terre en seulement 7 mois et elles accueillent aujourd'hui 600 élèves dans une vingtaine de classes. Une bonne réponse à l'urgence selon le préfet. On vient voir, on vient découvrir, on vient poser les questions. Les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la visite ont permis peut-être de créer des doutes, mais surtout d'enlever un certain nombre. Et que là, la démonstration qui semble devoir être faite, c'est que le modulaire, c'est plus du tout ce que l'on a pu connaître à une certaine époque. Au-delà de ce modulaire qui est d'une certaine génération, il y en a encore une nouvelle qui vraisemblablement peut répondre encore mieux aux besoins et aux attentes des parents, des enfants, des professeurs et de la vie scolaire au quotidien. À chaque étape de la visite, les maîtres d'ouvrage, le vice-rectorat et la DEAL ont apporté des informations aux maires. L'architecte du bâtiment était aussi présent pour les questions plus techniques. Mais si les constructions modulaires ont convaincu dans l'ensemble, elles doivent rester des solutions à court terme. Mais moi, mon souci, c'est le moyen long terme. C'est-à-dire au bout de 10 ans, je pense que ce ne serait pas souhaitable de pouvoir continuer toujours à utiliser les modulaires pour les classes. Puisque d'ici là, je l'espère en tout cas, nous aurons la possibilité de au moins absorber une partie de ce retard, sinon la totalité de ce retard. Donc le modulaire, pour l'urgence, oui, mais pour le moyen et long terme, il faudra passer à autre chose. Coût total de la construction du collège K3, plus de 4 millions d'euros. Reste à savoir si les maires de l'île feront rapidement les démarches auprès de la préfecture et que les 5 millions restants dans l'enveloppe budgétaire pour 2014 suffiront à faire sortir de terre quelques classes très rapidement. Des salles de classe en modulable, Eric, vous, c'est une solution qui vous paraît
intéressante? Écoutez, nous on est pragmatique à l'UNSA. Vu l'urgence, je trouve l'idée intéressante dans le sens qu'on pourra proposer aux enfants un accueil digne et proposer des conditions de travail dignes à nos collègues enseignants. Donc nous, on considère que dans le calendrier très contraint qui est celui de l'éducation nationale à Mayotte, l'urgence était d'équiper, d'accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes. Donc ça ne nous choque pas. Par contre, nous avons encore signifié vendredi au préfet qu'il fallait aussi voir la construction sur du long terme et qu'il ne fallait surtout pas pour nous voir la construction du parc scolaire seulement sous l'angle du modulaire, parce que sinon on serait très vite dans des installations peu durables qui ne s'inscrivent pas dans une politique à long terme. Donc pour vous, une solution qui s'adapte justement à la situation, mais qui ne doit être que provisoire. C'est ça, c'est ça. Et on parlait justement de ces constructions de salles de classe. On a vu quelques polémiques sur le coût de certaines d'entre elles. Est-ce que vous avez suivi, Eric? Ce qui semble apparaître, c'est que on est sur des chiffres qui sont totalement, pour l'instant, qui ne sont que des supputations, dans le sens que tout est conditionné par les appels d'offres. Un premier point. Et le second point, c'est que il y a, une fois que les marchés publics par appel d'offres, c'est une obligation légale, seront publiés par les municipalités, et ce sont seulement les municipalités qui ont cette responsabilité, ce n'est pas de la responsabilité de l'État, ce n'est qu'à partir de ces appels d'offres qui seront étudiés et par le préfet et par un personnel de la DIECT, que nous pourrons avoir une idée exacte du coût des écoles, et du moins des classes. Et donc, j'avoue que quand j'ai vu l'article d'Orange Mayotte sur ce point, j'ai été totalement surpris et saisi. Il est bien évident que si on est sur des coûts faramineux qui avoisinent ceux qui existaient de l'époque du SMIAM, on serait passé totalement à côté finalement de ce que nous avons tous les syndicats souhaité, à savoir une gestion directe de l'État de cette question de la construction des écoles dans le premier degré. Donc là on parle de 200 salles de classe en 2015 et il semblerait qu'il en manque quand même 600 à l'échelle de Mayotte. Oui, ben, on ne peut pas tout faire. Rome ne s'est pas construite en un jour. On fait les choses au rythme où c'est possible. Ce marché va ouvrir un marché de l'emploi relativement important, et c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour Mayotte, puisque par le modulaire, et pour éviter les fameux coûts de l'octroi de mer qui taxe à 45% les produits de construction, ce qui est un scandale, soit dit en passant. Il serait temps que le Conseil général se penche sur cette question. Comment se fait-il qu'on taxe 45% le matériel d'équipement de construction quand on sait que les besoins qu'il y a à Mayotte, si ce n'est pour... c'est une forme de détournement de l'argent public, enfin de mon point de vue. De même que 45% de taxation des livres ou des journaux, de la presse, c'est totalement inadmissible. Voilà, donc le fait de passer au modulaire va permettre de créer de l'emploi, des entreprises qui sont déjà à Mayotte, et de les faire travailler, elles, plutôt que d'importer. Donc là, c'est l'aspect positif voilà. Par extension. Voilà. Merci Eric, c'est ici qu'on achève la première partie de ce numéro des Rendez-vous de l'Info. On se retrouve juste après la pub. Nous
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Eric Ourcade, qui est secrétaire général de UNSA Mayotte, également formateur en français et en langue étrangère au CUFR de Dembéni. Eric, on continue ensemble à parler d'éducation à Mayotte. Avec plaisir. On continue ensemble, Eric, à parler d'éducation à Mayotte avec cette problématique qui pose de plus en plus problème ici sur notre île, ces agressions aux abords et aux alentours des établissements scolaires. On regarde ces images. Parce que si on passe tout seul, là, ils en profitent. Et ben, c'est pas vraiment, c'est pas une bonne idée en fait. Certains, la peur au ventre, continuent à venir au lycée, d'autres habitués à emprunter le chemin de Square Papaye sans être inquiétés en groupe. Ils disent pouvoir se défendre contre les racketteurs qui sont souvent des mineurs. Ils squattent la zone pour mieux repérer leurs victimes. Là, tout à l'heure, il y a eu un jeune là, de 16 ans qui a été racketté par un gamin de 11-12 ans. Quoi. Et c'est la honte quoi, parce que le gars il n'assume pas, il se bat même pas, tu vois. Et c'est n'importe quoi. Et après, il faut que les mentalités elles changent quoi, parce que se faire racketter par un enfant, limite, le gars il n'est même pas adolescent. Et pour ceux qui savent se battre, ok, c'est simple, mais pour ceux qui savent pas, c'est n'importe quoi. Des mineurs isolés qui viennent des quartiers du secteur Bonovo, Manzarsoa et qui s'en prennent aux lycéens qui pour la plupart ne peuvent pas se défendre. Ces jeunes délinquants ne s'attaquent pas qu'aux étudiants, des adultes sont aussi visés. Fatima qui prend ce chemin tous les matins s'est fait arracher son portable à la main. ataushikwa mangaju wantini wa baiba bubali atawami nyumeni bantikatila hazini tilawa hazino shikabale tibizingara telefoni mononi tibo hwayo. Les individus vont jusqu'à arracher les tôles des toits des maisons de la cime. Ils ne font pas que du racket, mais également des cambriolages. Le secteur ne favorise pas les patrouilles de police et le phénomène de vol s'amplifie. Certains parlent même d'une organisation de bandes qui entraînerait les plus petits à voler et qui habiteraient dans le secteur près du Baobab. Des élèves agressés en sortant de leur établissement scolaire. Eric, quelle réaction ça suscite? C'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Déjà, les agressions à l'intérieur des établissements, on en voit de plus en plus. Ça pose un problème de sécurité, de responsabilité de l'éducation nationale. Assurer la sécurité des usagers, des élèves, mais aussi des enseignants, c'est une nécessité. Mais aux abords des établissements, cela pose également un problème à l'éducation nationale et à tout citoyen, puisque on ne peut pas accepter que son enfant prenne un risque pour sa sécurité en allant tout simplement à l'école. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc je sais que de ce côté-là, monsieur le préfet envisage dans le cadre de Mayotte 2025 de limiter les transports scolaires en créant des internats dans tous les lycées dans un avenir très proche. Ça fait partie des projets. C'est une solution que nous encourageons. Bien évidemment... Donc un internat, les élèves viendraient, qui arrivent de loin, qui viennent de communes éloignées, viendraient au lycée, ils resteraient la semaine et rentreraient le week-end. Exactement, exactement. Et ce serait une solution par rapport au transport, évidemment, les transports scolaires, et évidemment, par voie de fait, une sécurisation accrue par moins de flux d'élèves aux abords des établissements lycée général ou lycée professionnel. Alors normalement les élèves sont sous la responsabilité des chefs d'établissement à l'intérieur, au sein dans l'enceinte même du collège ou du lycée. Et une fois sortis, que se passe-t-il? Comment vous réagissez en cas d'agression dans ces cas-là? Est-ce que vous avez déjà eu à vivre ce cas? Les chefs d'établissement ou les enseignants, quand il y a des agressions devant l'établissement, ils ne tournent pas la tête, ils interviennent. C'est une évidence. La responsabilité ne s'arrête pas à la porte de l'établissement. Dans un environnement proche, immédiat, les enseignants, les équipes interviennent, bien évidemment. D'accord. Donc, est-ce que vous avez, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez eu à le vivre? Ça vous est déjà arrivé de gérer un cas comme celui-là?
À titre personnel, non, mais j'ai vu mon chef d'établissement le faire à plusieurs reprises. Ça s'est passé comment? À Bandrélé. Bah, écoutez, ça se passe même plusieurs fois par jour. Et les chefs d'établissement avec les équipes surveillantes sont souvent dans des situations qui frôlent leur propre sécurité. Je dirais que ce problème de sécurité doit être véritablement traité par l'ensemble des partenaires, que ce soit évidemment les services de police, mais ils sont là, mais également les municipalités, pour faire en sorte que les lieux soient davantage sécurisés aux alentours, qu'il y ait moins de personnes extérieures aux établissements qui sont là pour chercher à en découdre avec des élèves qui sortent de ces établissements, etc. On continue avec un autre sujet, Eric, on en parlait tout à l'heure en première partie, les rythmes scolaires, avec la problématique du manque des salles de classe. On continue avec une autre problématique qui a été relevée justement par cette réforme, le manque de personnel pour s'occuper de ces enfants qui vont rester du matin jusqu'à l'après-midi dans l'enceinte de l'école. On regarde ce reportage. 24 heures à peine. Voilà combien de temps aura duré la rentrée pour les élèves de l'école annexe de Mamoudzou. Les parents d'élèves n'ont pas attendu le conseil d'école prévu demain avec le directeur d'établissement pour bloquer l'accès aux portes cet après-midi. Prévu dans les 17 communes de l'île, ces conseils doivent statuer par vote sur la révision des horaires de cours. Il y a pourtant une autre annonce qui aurait pu réconforter les parents d'élèves, celle de la prise en charge par l'État de 400 contrats uniques d'insertion prévus pour l'embauche d'animateurs périscolaires. Ce qui représente 2 animateurs supplémentaires par école. Mais pour eux, ça ne suffit pas. Donc babo wasi tongor sefanya rutozia serikali arenge wa wantro ata hawarenge mahazini kato vorvele wana tu l'école que sur kama lagon bara tranquille na wana tu atoka en sécurité. J'ai pas confiance. Moi, j'ai pas confiance à l'État. S'il met les moyens, les dispositifs, est-ce que ça ira jusqu'à la fin d'année? Est-ce que ça ira jusqu'à quand? Jusqu'à la fin juste pour nous faire calmer? Est-ce que jusqu'à quand? Il nous faut du concret. On n'est pas encore sûr de ces moyens-là. Jusqu'à quand? La question a le mérite d'être posée. Dans la majorité des cas, la durée du CUI ne peut être inférieure à 6 mois. La durée totale est-elle fixée à 24 mois ou 60 mois au maximum pour les salariés âgés de plus de 50 ans. C'est une mesure qui est donc provisoire, d'où l'inquiétude des parents d'élèves. Mais pour le syndicat UNSA, à l'initiative de la négociation avec le ministère de l'Éducation nationale, elle a le mérite de débloquer un peu la situation. Pour nous, ce sont des moyens apportés par l'État pour permettre de lancer la machine et pour permettre aux municipalités finalement de s'organiser, de prendre le temps de s'organiser. Donc c'est une première réponse qui a été apportée à la difficulté des municipalités qui avaient pourtant depuis 2 ans qui connaissaient la loi, qui savaient qu'elles allaient devoir mettre en application cette loi. Ce soir, rien n'est donc réglé. Pour connaître l'évolution de la situation, il faudra attendre demain et l'issue des premiers conseils d'école. « 400 CUI prévus pour Mayotte pour assurer cette réforme des rythmes scolaires. En tout cas, sa mise en place. 400 CUI jusqu'à la fin 2014 et seulement 200 qui ont été réellement utilisés parce que les 200 autres n'ont pas été pourvus par les municipalités. Je complète l'information sur ce point. Ce qui veut dire que 200 CUI effectifs, vous voyez que l'État donne des moyens et les municipalités disposent de ces moyens et en disposent de façon un peu étonnante puisqu'ils n'en utilisent que la moitié. Dans le même temps, ils demandent plus de moyens. Donc je trouve cela assez ubuesque comme situation. Là encore, j'espère que les citoyens mahorais ouvriront les yeux sur ces pratiques
d'un autre temps politique. Donc des CUI pour s'occuper des enfants, des élèves, avec un aspect ludique, parce qu'entre midi et 2, donc c'est la pause méridienne. Est-ce que vous pensez que ces personnes justement qui doivent être embauchées par les mairies, est-ce que les mairies ont les ressources nécessaires pour mettre à disposition du personnel capable, apte à s'occuper de ces enfants? Alors, ces CUI sont payés par l'État, donc ça ne coûte rien aux collectivités. On le précise parce que beaucoup de gens pensent que c'est... voilà. Oui, elles sont donc financées par l'État. Maintenant, il est vrai que il faut former ces personnels. Il faut les former pour de l'encadrement au niveau tout simplement de la mise en sécurité des enfants. C'est une responsabilité importante, mais également pour les rendre capables de mettre en place des activités d'éveil culturel, d'activités physiques éventuelles, bref, de s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif de territoire que toute municipalité doit mettre en place dans le cadre de la réforme des rythmes, avec comme instance centrale de décision le fameux conseil d'école, où doit siéger un élu de la municipalité, où doit siéger un représentant de la circonscription, de l'inspection de la circonscription, de sorte que ces projets qui doivent occuper la période méridienne, la pause méridienne, soient des projets qui aient une logique, une forte dimension éducative en accord avec les équipes enseignantes. Donc pause méridienne, activités culturelles, ludiques et autres. Pause méridienne dit également le fait de procurer, de donner aux enfants un repas dans un lieu qui s'y prête. Est-ce qu'aujourd'hui les écoles de Mayotte sont à même de le faire? Non. Alors tout à fait, les écoles ne sont pas à même de le faire, et c'est aussi le problème de la mise en place de la réforme des rythmes. Ce que nous avons appris par monsieur le préfet vendredi, c'est que 15 installations de restauration seront construites pour 2015, ce qui là encore est une bonne nouvelle. Un bon début. Oui, et puis là encore, je reste très étonné, vu le calendrier très contraint avant la rentrée 2015. Bon, on verra, mais c'est formidable parce que ce que je peux dire, c'est qu'en l'espace d'un an à Bandraboua et Mtsangamouji, on a vu Mtsamboro, on a vu une restauration s'organiser, au point que désormais ils envisagent une restauration chaude. C'est dire à quelle vitesse finalement, contre toute attente, la société mahoraise est en capacité de mettre en place des projets qui tiennent la route, qui sont solides. Et je crois qu'il faut être optimiste et y croire, parce que c'est là l'avantage de cette mise en place de la réforme des rythmes, c'est qu'elle modernise la société mahoraise. Modernisation de la société mahoraise, donc un point positif relevé par cette réforme qui au départ a quand même fait beaucoup crier les parents et les enseignants. Eric, c'est la fin de l'émission, mais avant de nous quitter, j'aimerais revenir avec vous sur votre position ici à Mayotte, sur comment vous vivez l'éducation en tant que formateur ici localement. Écoutez, moi je considère qu'à Mayotte, c'est un... Quand on est passionné par son travail, c'est un territoire formidable. On se sent vraiment utile. On a envie de donner à des élèves qui sont souvent très demandeurs, qui sont pour la plupart extrêmement gentils, qui ont envie d'apprendre, qui reconnaissent l'autorité de l'enseignant. Et on a beaucoup de satisfaction à Mayotte. Maintenant, c'est vrai que la problématique des enfants qui n'ont pas de conditions dignes pour travailler à la maison, par exemple, ou qui n'ont pas, on va dire, le réflexe de travailler, nous pousse à travailler autrement. Mais c'est un défi passionnant. Et en tant que formateur maintenant des enseignants,
je vois des choses se mettre en place, en particulier dans le premier degré, qui sont absolument passionnantes. En particulier les passerelles entre le mahorais et le français pour faciliter l'apprentissage de la langue française. Et ça, j'y suis très favorable. Donc quand vous dites vous devez enseigner autrement, ça se manifeste comment au quotidien? Ça se manifeste par une organisation du cours différente, une différenciation dans on va dire la vitesse pour atteindre les objectifs que doivent atteindre tous les élèves. Ça demande une variation dans les exercices au sein même du cours. Ça demande une évaluation bienveillante selon les capacités de chacun. Une évaluation qui vise surtout à encourager plutôt qu'à décourager. Voilà, ce sont des choses qui peuvent se mettre assez facilement en place et qui permettent de voir des enfants rapidement progresser. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. C'est ici que s'achève la deuxième partie des Rendez-vous de l'info. L'émission s'achève ici. Je vous retrouve demain, toujours avec vous Eric, pour un autre numéro des Rendez-vous de l'info.